Merci, je vais essayer de faire relativement bref. Je voudrais tout d'abord remercier Sylvana Sedelmenki, puisque c'est une idée que nous avons eue ensemble il y a à peu près un an, d'organiser, parce que vous avez dit quand même, on ne peut pas ne rien faire à Paris sur la publication du Nouveau Testament. Donc merci d'avoir eu cette idée. Je remercie aussi Thierry qui, comme vous l'avez vu, a été la cheville ouvrière. Et merci à vous tous, évidemment, d'avoir permis d'organiser cette journée, et notamment au laboratoire de l'IHMC, dont je remercie la présence de la directrice adjointe, d'avoir permis, dans un temps finalement relativement bref, puisque le budget, je crois, était déjà voté quand nous avons eu cette idée, d'avoir permis ça. Je ferai aussi un mea culpa, parce que vu qu'on est enregistré et qu'il y a une censure, tout à l'heure j'ai évoqué Viré, et en fait je pensais à Zwingli, son texte de 1524. Alors, je remercie aussi, et puis je vais arrêter là les remerciements, la présence de Jean-Pierre Massot et d'André Gaudin, avec qui il y a 30 ans, maintenant à peu près, mettons 25 ans, nous avons commencé à beaucoup parler d'Érasme. Et je me souviens encore de colloques, je ne sais plus trop où, mais c'était au moment où Chomara d'ailleurs était en train de partir. Alors, je me souviens d'une image que tu avais employée, André. C'était celle d'un Érasme de vitrail. Tu avais employé ça à propos d'une biographie d'Érasme en disant c'est un peu un Érasme de vitrail, et j'ai l'impression que l'Érasme de vitrail, eh bien, c'est un peu plus aujourd'hui en quelque sorte fragmenté ou brisé. Le premier, le vitrail le plus ancien, c'est probablement celle qui a été rappelée par Thierry au début de la journée, lorsque l'on fait, à la suite de Richard Simon, d'Érasme, le père de la critique biblique, peut-être plus que Valla, ou que Budet, ou que Lefebvre. Alors, c'est vrai qu'il y a de la part d'Érasme une insistance sur la nécessité de maîtriser la philologie, la connaissance du grec et de l'hébreu, et on l'a rappelé, c'est présent dans la deuxième préface, enfin dans le Méthodus. Lui-même, d'ailleurs, se corrige d'édition en édition, et ces corrections, d'ailleurs, conduisent aussi parfois à rétablir des erreurs que dans un premier mouvement, il avait écartées. Comme par exemple le Comma Joannum, qui n'est pas présent en 16, qui n'est pas présent en 19, mais qui est rétabli en 1522. Or, on a vu qu'on ne peut plus tenir Hérasme comme le père, en quelque sorte, de la critique biblique. Tout d'abord parce que si on le juge à l'aune de la critique aujourd'hui, mais qui serait une mauvaise méthode, eh bien il est finalement assez peu regardant dans le choix des manuscrits qu'il retient pour édition, et en cela d'ailleurs il ne se distingue pas des autres, et on a vu également que les rétroconversions, en quelque sorte, à partir du texte latin pour créer du grec, ne sont pas ce que l'on appellerait de la bonne méthode critique. Surtout, je crois que Marie Barral-Baron, comme André Gaudin, ont rappelé qu'il faut se garder de tout anachronisme modernisateur d'Érasme. Il se pense non pas comme un critique, le terme apparaît au XVIIe, il y a les critiques, c'est une catégorie de la République des lettres d'avoir des critiques en matière de théologie positive, etc. Il se pense non pas comme un spécialiste de la positive, comme on dira au XVIIe siècle, mais avant tout comme un théologien, mais qui veut rénover la théologie scolastique qu'il n'aime pas, par la Philosophia Christi, et justement le moment de la parution du Nouveau Testament correspond à une inflation de ce syntagme emprunté à la patristique. Il veut faire la synthèse entre la philologie et l'écriture, et donc son projet est peut-être plus, entre guillemets, je dirais pastoral, ce serait pas le mot, mais enfin, moins porté par un souci d'érudition que le psautier quintuple, qui édite des textes dans différentes versions, la polyglotte d'Alcala. Alors, son succès, je crois, et peut-être le scandale aussi qu'il provoque, est moins finalement en raison de l'érudition qu'il déploie que de sa prise de risque dans ses positions théologiques. Tout d'abord,
il ne se compte pas d'éditer différentes versions, par exemple du Psautier, etc., dans différentes langues. Il retraduit directement Saint Jérôme, c'est-à-dire que, puisqu'on était persuadé que Saint Jérôme avait traduit sous l'impulsion du Saint-Esprit, eh bien Sutor, le fameux Sutor qu'on a évoqué, Couturier dira, mais comment un grammairien peut-il corriger le Saint-Esprit? Donc il y a là déjà une prise de risque et même une position en soi, en quelque sorte, intéressante. Même si tu as écrit d'ailleurs un article sur le scandale chez Erasme, il n'y a pas de souci de provocation chez lui, mais enfin, il sent bien que là, il y a matière, en quelque sorte, à scandale. Il est intéressant aussi de constater que, alors qu'on est en plein concile de Latran V, avec tous les débats qui agitent le milieu européen autour de l'excommunication de Louis XII, l'interdit, puis la question de la révocation du Concordat, la révocation de la pragmatique, le risque que la France entre dans un schisme, eh bien, alors que tout le monde parle et édite de l'ecclésiologie, en quelque sorte, en rééditant des textes du début du XVe siècle à l'époque, eh bien, il se recentre sur l'écriture, un livre qu'il faut en quelque sorte vénérer et ruminer. Et il souligne que ce livre, tout le monde doit pouvoir en quelque sorte y avoir accès, même si il y a une image dans la Paraclésis qui est intéressante. Il dit, mais finalement, on honore des statues, des reliques, mais ce qu'il faut vénérer, ce que les chrétiens ont oublié, c'est d'aimer avant tout l'objet livre de la Bible. Je crois, du Nouveau Testament. Et donc, il y a, même si c'est un texte en latin et en grec, une apologie, en quelque sorte, d'une diffusion généralisée, avec quelque chose qui aura un écho chez les protestants, et que récusent les catholiques, c'est l'idée de clarté de l'Évangile. Ce qui n'est pas évident, il y a une espèce de transparence, en quelque sorte, du texte qui permet de le mettre dans les mains et sous les yeux de tout le monde. Alors, ce thème de la clarté, en quelque sorte, de l'écriture, ce sera un des thèmes protestants. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de poser la question de savoir est-ce que le Nouveau Testament peut être considéré comme un des leviers ou du levain, en quelque sorte, de l'hérésie ou des formes d'hétérodoxie que l'Église commence à pressentir à l'époque. C'est intéressant de noter que quand même, alors que Erasme a été relativement peu traduit par les fabristes en langue vernaculaire, eh bien le texte qu'ils ont décidé d'imprimer, comme nous l'a rappelé Jonathan, c'est le Paraclésis, c'est-à-dire le texte où justement il préconise la diffusion en vernaculaire. Donc il y a là une idée quand même que le Nouveau Testament poserait une sorte de programmation de traduction de l'écriture en langue vernaculaire qui a été ensuite repris par d'autres parce que l'écriture n'est pas voilée. Donc il a été suggéré aujourd'hui que Lefebvre, et pourquoi pas Luther, auraient pu reprendre en quelque sorte ce programme érasmien. Ceci étant, je ne crois pas que nous ayons dans ces textes un acheminement vers le principe protestant de la sola scriptura. Et d'ailleurs, ce qui le montre, c'est que toutes ces éditions, et Silvana Sedelmanki l'a rappelé, sont systématiquement adossées à une dédicace à Léon X et avec la publication du bref pontifical. C'est-à-dire que de l'édition du Nouveau Testament, il attend un ressourcement spirituel, il n'attend pas une remise en cause de l'ecclésiologie et de la question de qu'est-ce qui fait autorité dans l'Église, la hiérarchie ou le texte. Alors, on a eu des explications sur justement l'idée que cette dédicace pouvait s'inscrire dans la rénovation du monde, que c'était aussi, comme l'a dit Silvana Sedelmenki, sa publication des brefs, une sorte de bouclier contre toutes les attaques qui se déchaînent contre lui, mais je crois que ça empêche justement, en même temps qu'on a cette valorisation de l'écriture, d'en faire un principe de contestation de l'autorité dans l'Église. L'autre point qui est intéressant de constater, je crois, et bon, ça ne m'était jamais apparu aussi nettement qu'aujourd'hui, c'est que la première édition, tout d'abord, n'a pas eu véritablement le succès attendu, puisque toutes les éditions ne sont pas vendues. Et on a l'impression que c'est à partir de la seconde édition,
c'est-à-dire en 1519, donc dans un autre contexte confessionnel, enfin qui est en train de surgir, et que finalement c'est un contexte où des censeurs, comme Alberto Pio, ou alors Stunica, dans l'édition française qu'a évoqué tout à l'heure Malcolm, c'est-à-dire qu'on commence par publier par la réfutation de Stunica d'Héram, et l'année d'après, l'éditeur décide d'éditer Héram. C'est-à-dire qu'à la rigueur, les meilleurs propagateurs du Nouveau Testament, je caricature un peu, mais c'est peut-être ses censeurs ou ses contradicteurs, puisque, après tout, le censeur ou le contradicteur est un lecteur, et un lecteur qui se voit. Et donc, il est quand même intéressant de voir que dans la bibliothèque du roi, qui a été évoquée par Christine Bénévent, on a Érasme, mais on a surtout aussi les contradicteurs d'Érasme, mais qui contribuent en quelque sorte à mieux faire connaître et peut-être exciter la curiosité des lecteurs et créer donc en quelque sorte un marché pour ce livre. Donc le scandale en quelque sorte de la désacralisation de la Vulgate par une nouvelle traduction est en fait un peu un geste iconoclaste, dans une certaine mesure, surtout quand on prend dans la Paraclésis où il compare, mais les chrétiens vénèrent les statues, vénèrent des images. Retraduisons, est-ce qu'il n'y a pas là un geste en quelque sorte iconoclaste? Il a dû s'en rendre compte puisque dans l'édition de 1527, le texte de la Vulgate est en quelque sorte rétabli. Ce que je trouve intéressant sur la prise de conscience peut-être de ce que le travail de son œuvre le dépasse peut-être et risque d'alimenter un classement ou un amalgame avec le protestantisme qui n'était pas dans son intention. Donc voilà, si vous voulez, un premier vitrail ébranlé en quelque sorte, le père de la critique, et il a été rappelé, je crois, de manière convaincante, qu'il y a un projet religieux derrière ce Nouveau Testament. Alors, il y a un autre vitrail, un vitrail beaucoup plus récent, moins ancien, qui ne relève pas de Richard Simon, mais qui a été discuté, un vitrail plus moderne, et c'est André qui, à plusieurs reprises, a attaqué là-dessus, c'est cette idée, finalement, d'un Jérôme moderne. C'est-à-dire, un Jérôme, c'est à la fois le père de l'Église, mais aussi la figure de l'écrivain, qui s'inscrit bien aussi dans cette galerie des génies de la Renaissance, de l'auteur, on pourrait dire, et c'est les travaux par exemple de Lydia Jardine, etc., c'est-à-dire la naissance de l'écrivain, une espèce d'oubli, ce que tu appelles une approche culturaliste qui tend à concevoir Érasme comme étant mu par une stratégie octoriale qu'il viserait en quelque sorte à faire de lui le prince des humanistes, en se posant éventuellement comme un nouveau Saint Jérôme. Alors, tout d'abord, là, je crois qu'il y a un débat, il a été lancé, mais il n'a pas véritablement été repris au bon. Je crois tout d'abord que, et tu le sais bien toi-même, lui-même s'est beaucoup comparé à Saint Jérôme. Ces portraitistes, Holbein, Quentin Métis, ont suggéré en quelque sorte des images qui tendaient à cette analogie. Il signe ses ouvrages, ses détracteurs lui reprochent sa superbia, son orgueil d'écrivain. C'est vrai qu'il n'a pas la pratique des Chartreux de publier anonymement, en quelque sorte. Érasme, c'est un nom, c'est le soleil de la Germanie. Je crois aussi que certains ont quand même lancé des pistes pour justement alimenter peut-être cette rivalité. C'est notamment la communication d'Alberto Sanchi, dans lequel tu nous as rappelé qu'il y avait une rivalité mimétique, en quelque sorte, entre Valla, Budé, Érasme, et on a aussi évoqué un petit peu cette idée avec Christine Bénévent à propos de l'hostilité de Pio Carpi par rapport à Érasme. Il y a derrière l'hostilité des gens de lettres italiens par rapport à ces nouveaux Apollons, en quelque sorte, non pas de collège, mais qui montent dans le Parnasse européen, et notamment en France et aux Pays-Bas. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ce que l'on a bien développé aujourd'hui, c'est que ce qui empêche de réduire peut-être Érasme à une autorité, à un auteur qui se construit, c'est qu'il travaille en fait collectivement. C'est-à-dire que ce monument événement
qu'est le Nouveau Testament est un travail collectif. Et même si on voit les différentes éditions de 1516 à 1535, on peut se demander si c'est pas un work in progress, comme l'ont noté Sylvana Sedlmanki et Marie Barral-Baron. Alors vous me direz, les peintres aussi, ils ont un nom et ils travaillent en général dans un atelier. Mais cette entreprise collective a été quand même bien mise en avant aujourd'hui. Ça fait partie des choses que l'on connaît, comme l'a rappelé Sylvana Sedlmanki, c'est-à-dire à la fois le rôle de Froben, le rôle des traducteurs, des correcteurs, l'appui des hébraïsants, des hellénistes. Moi j'ai envie de rajouter, mais c'est parce que je suis spécialiste des moines à l'origine, que finalement, dans ses collaborateurs, il ne faut pas oublier les religieux aussi, parce qu'il a quand même obtenu des manuscrits chez les dominicains de Bâle ou à Saint-Victor avant, et de ce point de vue-là, on pourrait évoquer l'article de Christeller, Paul-Oscar Christeller, qui avait montré dans un gros article assez substantiel de 150 pages, à quel point ces moines que l'on a tendance à opposer à l'humanisme avaient été, en même temps, à travers leur bibliothèque et à travers leurs copies, à travers leurs contributions, eh bien, des acteurs aussi du changement religieux et intellectuel de l'époque. Bref, on a vu ce réseau ou cet atelier de travail collectif réuni à Bâle, mais dont on voit très bien que les connexions sont plus larges. Ce qu'on a peut-être moins vu, et là peut-être je suis resté un peu sur ma faim, c'est comment la fracture confessionnelle a pu intervenir dans ce work in progress qui consiste à éditer et rééditer en corrigeant sans cesse le Nouveau Testament. Dernier vitrail brisé, c'est celui, finalement, qui a été notamment défendu par Sylvana Sedlmanki. On n'a pas un Nouveau Testament, on a des Nouveaux Testaments. Et à la rigueur, et même pas à la rigueur, mais la démonstration que tu as faite sur les différentes éditions montre que le livre échappe totalement à Erasme. Bon, on a les 5 éditions, grand format, avec un gros frontispice. Je l'ai regardé tout à l'heure. Imago Vitae Aulica. C'était intéressant parce que c'est un ouvrage là, justement c'est un frontispice et il ne représente pas l'atelier d'un imprimeur, il ne représente pas non plus l'université. Ce livre semble être proposé aux gens de cours, abandonner les fatigues de la vie de cours, l'hypocrisie. J'ai pas eu le temps, c'est trop petit, il aurait fallu une loupe. Et on a l'impression qu'au contraire, les belles éditions sont destinées à ce monde curial. Il faudrait reprendre cette image. Et puis il y a les 19 autres éditions en petit format, plus les 30 éditions françaises. Enfin, on s'aperçoit que le Nouveau Testament est, comme l'a rappelé Sylvana Sedlmanki, à chacune de ces éditions, on a une recomposition des volumes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais les mêmes pièces, parfois on n'a que le grec, et Erasme participe lui-même à ces modifications à travers les annotations qu'il donne, à travers les réponses qu'il fait aux critiques qui lui sont données, les 144 en quelque sorte critiques auxquelles il répond, et puis cette Nova Prefatio de 1520. Donc on a en quelque sorte plusieurs Nouveaux Testaments, un Nouveau Testament des simples, enfin des simples quand même qui peuvent lire le latin, des idioties, et puis le Nouveau Testament des doctis et puis des aristocrates. En fait, le Nouveau Testament d'Erasme est à l'image d'Erasme, c'est-à-dire protéiforme, puisque lui-même était un véritable proté. Alors cette relecture d'Erasme, elle a été rendue possible par un travail collectif et intergénérationnel. Et je viendrai au deuxième point, et ce sera le dernier point de ma conclusion. C'est que je ne vous cache pas que, et je pense que certains d'entre vous l'ont ressenti, il y avait une certaine émotion dans cette journée. Parce qu'on a évoqué tout d'abord les disparus. Chaumarat, Chantraine, De Jong, Yves Delègue, Ménard, Charles Benet, Lisa Jardine, Guy Bedwell. Et on aurait pu aussi évoquer Alquin, le maître de Jean-Pierre. On aurait pu évoquer, on ne l'a pas du tout évoqué, Bataillon, alors que ça a été un grand travail. On a peu évoqué Rumel, et on n'a pas évoqué tellement Margolin, mais pour une raison très simple, c'est que Margolin, finalement, c'est plutôt l'homme du Erasme des lettres profanes, plutôt que, c'est Erasme et la musique, plutôt que c'est l'homme des adages, peut-être plus que celui de
de la sensibilité religieuse et de la Philosophia Christi. On a évoqué donc les disparus. Il y avait un certain nombre d'anciens qui étaient présents parmi nous, André, Jean-Pierre, Bernard Roussel, et puis des plus jeunes, Sylvana Sedelmenki, et puis aussi des absents, mais on les a évoqués, Francis Hickman, qui a été quand même un pionnier dans l'histoire du livre, et puis Scritch. Et puis, et ça c'est peut-être ce qui vous réconfortera le plus, c'est la relève avec quand même beaucoup de jeunes ici qui sont présents dans cette salle, de jeunes, oui, bah écoutez, oui, bon, des jeunes présents ou absents, avec notamment Valentina Sebastiani, que vous avez évoqué, sur les travaux de Froben. Donc on peut espérer la longévité et la postérité des études érasmiennes. Et en même temps, à travers ces différentes catégories présentes, enfin générationnelles, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs pistes, ou des évolutions, ou des pistes. Alors, je crois qu'il y a des sujets sur Erasme, là on peut faire son moisson de thèse, il y a des apprentis doctorants dans la salle. Bon, il y a plusieurs sujets de thèse qui restent encore à faire sur Erasme. Alors, on les avait évoqués en juillet avec André. À quand un Erasme et l'Angleterre? On l'a pas. À quand un Erasme et Saint-Jérôme? Tu l'as suggéré. Et même tout à l'heure à la pause, tu m'as dit, et à quand un Erasme et Chrysostome? Donc, il y a effectivement tout un pan encore de travaux à faire sur les liens entre Erasme, l'érasmisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et puis les différents courants spirituels. C'est ce qu'a fait Jonathan en évoquant les liens entre les lectures d'Erasme et le projet des Fabristes. Bon, et puis il y a les évangéliques, les Alumbrados, enfin on les connaît tous. Alors, ce qui apparaît de plus en plus nouveau, est probablement en raison de l'évolution et l'essor considérable de l'histoire de la bibliographie matérielle et de l'histoire du livre depuis quelques années, c'est une meilleure connaissance des lecteurs d'Erasme. Alors les lecteurs, on peut les connaître à travers leur présence dans les bibliothèques, et c'est ce qui a été fait par Gilbert Fournier, ce qui a été fait par Malcolm, c'est ce qui a été fait aussi par Christine Bénévent, avec justement là des indications dans les bibliothèques de la présence de ces livres, et puis des annotations qui ont pu être faites ou des censures qui ont pu être portées sur les livres. Il y a aussi la possibilité de connaître les lecteurs d'Erasme, on ne l'a pas évoqué ici, mais par les lecteurs qui tombent dans les filets de l'Inquisition, comme c'est le cas en Italie, comme c'est le cas en Espagne, ou éventuellement qui ont quelques soucis avec le Parlement de Paris. Il y a aussi, évidemment, une lecture, enfin une compréhension des lecteurs à travers, et là j'ai trouvé ça intéressant, le fait qu'on pense toujours à la civilisation de l'imprimé, l'humanisme c'est l'imprimerie, etc., l'importance des manuscrits. Et j'ai été frappé tout à l'heure par justement cette circulation à la cour, sous la forme manuscrite d'Erasme, peut-être plus que sous la forme d'ouvrages imprimés. Ça, je crois qu'il y a actuellement à réévaluer deux choses, l'imprimé et d'autre part la culture orale, l'oralité dans la culture du XVIe siècle. Donc, il y a aussi d'autres sujets qui sont encore possibles. On n'a pas épuisé l'analyse de toutes les censures, de toutes les controverses. C'est ce qui a été évoqué par Christine, ce matin par Thierry Amalou, c'est-à-dire qu'il faut mieux connaître les controversistes qui ont polémiqué avec Erasme, qu'ils soient de la faculté de théologie, le Parlement de Paris, la fin de l'année 1525, Erasme est en filigrane de toutes les accusations lancées par ceux qui sont hostiles à Lefebvre d'Étaples, mais derrière il y a toujours Erasme qui se profile par la technique de l'amalgame, et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'édition des actes du Parlement de Paris qui ont été donnés l'année dernière par Farge, peuvent nous aider. La méthode, justement, qui a été développée par Alberto Sanchi, je crois, reste fructueuse. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les livres, il faut les compter, il faut les décrire, mais il faut aussi rentrer à la fois dans Erasme et dans tous ceux qui ont polémiqué avec lui,
qui l'ont lu, c'est-à-dire travailler sur ce qu'on appelait jadis, c'est peut-être un peu la fortune littéraire, en quelque sorte, d'Érasme, de son vivant, et puis après. Alors pour ça, je crois qu'il y a, et ce serait le 4e chantier, en quelque sorte, après les sujets, et puis de l'histoire matérielle, et puis l'étude des controverses, eh bien c'est continuer de donner des éditions scientifiques d'Érasme. Et puis, puisque le pays latin est en passe de devenir l'Atlantide, je crois qu'il faut aussi donner des traductions en langue vernaculaire aujourd'hui, de ce point de vue-là. De la même manière que Paul Venn dit maintenant il faut traduire les classiques de l'Antiquité et il faut les faire connaître, eh bien le continent latin il est moins menacé pour l'Antiquité qu'il ne menacé pour le XVIe siècle, où une partie des textes ne seront bientôt plus compréhensibles par la plupart de nos étudiants, et je crois qu'il y a vraiment là un travail à faire, alors que ce soit en anglais, en italien, en allemand, mais il faut donner des traductions en langue vernaculaire, et on peut faire un rêve, moi je rêverais de fonds débloqués par le gouvernement qui permettraient justement d'éditer massivement des traductions, parce que je crois que c'est une nécessité aujourd'hui, de la même manière qu'à un certain moment, il a été, entre le XVIe et le XVIIe siècle, rendu nécessaire de faire de la philosophie en français, en anglais, en allemand, eh bien je crois qu'il faut aussi aider à cette diffusion pour éviter que, justement, Érasme ne périsse, faute de pouvoir être lu directement par un lectorat qui s'épuisera. Voilà, merci.